Dominique Destrée, alors, qui nous revient avec la suite de Secrète Alliance aux éditions 2015, La Fraternité d'Horus. Alors, Dominique Destrée, donc un petit rappel quand même de la Secrète Alliance avant d'aborder bien sûr ce deuxième volet. Alors il y a eu d'abord le premier tome, donc qui s'appelait la Secrète Alliance, tout simplement, qui était donc le premier volet d'une saga historique dont je savais en l'écrivant qu'il y aurait au moins un deuxième tome. Le premier tome étant destiné à pouvoir être lu seul. Par contre, la suite est vraiment dans le continuum de l'histoire où on va retrouver une partie des personnages, donc juste après la fin du tome 1. On est à l'époque templière, fin de l'époque templière, arrestation des Templiers, quelques jours avant le fameux vendredi 13 octobre 1307, le fameux vendredi 13 où tous les Templiers sont arrêtés un peu partout en Europe et surtout dans le royaume de France par Philippe le Bel et ses sbires avec l'assentiment tacite du pape à l'époque Clément V. Donc voilà, avec l'histoire qui se confond avec l'histoire de mes personnages, puisque c'est une fiction, c'est un roman initiatique, on avait vu un peu comme ça, un peu qui flirte avec l'ésotérisme également, mais le sujet s'y prête. Enfin, la première partie commençait à Montségur. Alors le premier roman, il y avait le prologue en fait, où un petit garçon Léo. qui observait en compagnie d'un vieux monsieur les restes du bûcher de Montségur. Donc ça c'était le prologue, et l'histoire à proprement parler commençait donc au chapitre 2 avec l'histoire des deux chevaliers qui étaient les héros des héros du personnage principal du tome 1, donc Foulque de Harcourt et Bran de Cardiff, dont on suit les pérégrinations tout au long du tome 1. Ces deux chevaliers moines soldats, on va dire, et qui avaient donc une mission. Il y a bien sûr tous les clichés qui tournent autour des Templiers, du trésor et autres, mais on était un peu au-delà, on ne savait pas trop si c'était du matériel, du spirituel et autres. Et alors donc, on va retrouver juste dans ce deuxième volume nos deux héros, Bran et Foulque. Peut-être pas les deux, mais en tout cas, oui, certains des personnages principaux, Foulque, oui, sans rien spoiler du 1 pour ceux qui n'auraient pas encore lu le 1, certains des personnages va leur arriver des choses, quelques vicissitudes, voire plus des destins tragiques pour certains personnages. Et dans le 2, on va retrouver notamment Foulque, là je ne trahis rien, Foulque sera présent avec Thibaut, qui était aussi un des personnages, Thibaut de Donzan, qui est un personnage principal du tome 1, qu'on va retrouver dans le 2, pour chasser, et soit obligé, pour certains, d'immigrer un peu, donc avec ce qu'on retrouve historiquement, une branche templière qu'on retrouve en Écosse, et une autre branche templière qu'on va retrouver au nord de l'Espagne, du côté aussi du Portugal, du côté de Castelo Branco et de Tomar. On est en 1310, en septembre 1310, on démarre, et on est alors on va voyager avec le deuxième volume un peu. On est dans les Pyrénées espagnoles, dans un monastère paumé, perdu. Alors, il y a une partie des personnages, ils vont s'aimer un petit peu suite au tome 1, où il va arriver quelque chose de très grave à la fin du tome 1. Là où l'action se passait, c'est-à-dire un côté français dans les Pyrénées français, du côté de Foix, dans la région de Foix, au pied des Pyrénées. Et dans le tome 2, effectivement, il y a une partie des personnages qui vont se retrouver de l'autre côté des Pyrénées, en Aragon, dans un monastère plus ou moins abandonné, qui va être remis en service pour les besoins de la fraternité. Et puis d'autres personnages vont aussi partir sur les mers pour rejoindre l'Angleterre et l'Écosse. Alors on est toujours évidemment dans l'aspect secret des Templiers et de leur mission. Alors il y a quand même un personnage qui est cette fois-ci, je crois, presque plus important que dans le premier volume, c'est Clément, le pape. Alors le pape Clément, évidemment, lui est un pape un personnage peu reluisant dans sa manière de se comporter. Effectivement, autant dans le 1, il était spectateur de loin d'un inquisiteur absolument infâme qui s'appelait Raoul de Villiers, qu'on retrouve dans le tome 1, autant dans le 2, effectivement, il a eu une éminence grise qui s'appelle Giscard de Clermont,
qui était un personnage fictif pour le coup, mais que j'imagine être une des éminences grises de ce pape, donc qui est très cupide, qui place ses pions. Et là, les Templiers, nos amis Templiers en fuite, vont être pourchassés et vont se retrouver en proie à plusieurs personnages qui vont leur courir après un petit peu partout en Europe, dont j'ai parlé précédemment. Alors on évoque bien évidemment ce fameux trésor qui serait parti finalement du port de La Rochelle quasiment en même temps que la fin des Templiers. On suppose, en tout cas dans les recherches que j'ai faites, on peut supposer que le trésor, alors ça c'est le grand fantasme que j'ai essayé justement d'éluder parce que... Oui, mais c'est l'histoire et c'est ce qui revient régulièrement dans l'histoire. Je parle de l'histoire avec un grand H sur les Templiers. Il est fort probable que, en tout cas, une partie du trésor en numéraire, là on parle du trésor en monnaie trébuchante, et les reliques et tout ce qui était tout ce qui faisait la richesse matérielle des Templiers, très probablement a été en tout cas emmené au port de La Rochelle, un port qui avait été construit par et pour les Templiers, un port très fermé. Faut pas oublier que les Templiers avaient une marine d'au moins 18 bateaux à l'époque, et les Templiers, donc on peut supposer qu'une partie du trésor a été chargée sur ces bateaux et est partie, et là, une nouvelle fois, fantasme, est-ce que c'est parti en Écosse, est-ce que c'est parti au Portugal, est-ce que ça a traversé ce qu'on appelait à l'époque la mer Océane, l'océan Atlantique? On ne sait pas trop, et j'oserais dire que dans mon livre, c'est une part un peu négligeable, parce que j'ai toujours gardé ce que j'avais gardé, enfin essayé de garder dans le tome 1, à savoir que la vraie richesse des Templiers était sans doute plus spirituelle que matérielle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout toute cette connaissance qui avait été compilée, ramenée d'Orient par les Templiers à l'époque où ils échangeaient beaucoup avec les érudits arabes, puisque je rappelle que le 12, 13e, 14e siècle, début du 14e, c'est l'islam des Lumières, c'est une religion très éclairée qui partage beaucoup de connaissances, notamment avec les grands initiés qui étaient les hauts dignitaires templiers. Et moi, c'est plus cette connaissance-là. Qu'est-ce que les Templiers en ont fait, puisqu'ils ont essayé de la soustraire à l'Église? Étant pourchassés, on peut supposer qu'une partie a été disséminée, ou alors peut-être dans ce monastère. Je ne veux pas spoiler non plus mon histoire, mais effectivement, il y a toute cette connaissance qu'il faut mettre à l'abri, en tout cas de nouveau, en d'autres lieux que le lieu secret du tome 1. Alors quand je disais qu'on voyage, effectivement, on parlait des Pyrénées espagnoles, vous l'avez évoqué, du Portugal, de l'Écosse, et on retrouve d'ailleurs à un moment, on se retrouve en Écosse. Tout à fait. Alors là, dans une taverne, pas dans un monastère. Alors, on a des personnages qui vont immigrer, certains, donc Foulque va faire partie de ceux qui partent en Écosse. Alors après, là, c'est là où mon rôle de romancier joue avec l'histoire. J'ai imaginé que Foulque jouait un rôle après dans les guerres d'indépendance écossaises qui se sont passées à la même époque, quelques années plus tard, où sera évoquée la fameuse bataille de Bannockburn, qui est la bataille où les Écossais arrivent à vaincre enfin les Anglais pour pouvoir proclamer leur indépendance avec un pays, et Robert Bruce Ier, qui est le premier roi d'Écosse, de l'Écosse indépendante. J'ai imaginé que Foulque et d'autres Templiers avaient participé, ce qui est historiquement est une anecdote de l'histoire. C'est pas eux qui ont fait l'indépendance de l'Écosse, mais ils y ont participé d'une manière un petit peu éloignée. Et moi, en tant que romancier, ça c'est une mine d'or. J'ai pu fantasmer par contre sur ce plan-là, tout en sachant qu'il y a l'autre branche aussi templière en exil qui elle va gérer autre chose du côté du Portugal, où là le Portugal a été un pays plutôt ami vis-à-vis des Templiers en exil. Alors, il y a un petit éclairage que j'aimerais avoir, c'est sur le sous-titre « La fraternité d'Horus ».
Alors qu'est-ce que l'œil d'Horus L'œil d'Horus, c'est l'œil de la connaissance, c'est les mystères égyptiens, c'est l'œil qui voit tout. Horus étant le fils... Et protecteur aussi. Tout à fait. Il est dans un triangle. Bon, j'en parle dans le 1, c'est un symbole qui était utilisé par les Phéniciens d'ailleurs. À l'époque, Horus, le fils d'Isis, d'Osiris, Isis, la veuve, quand Osiris est tué par son frère et décapité, démembré, Isis va chercher tous les morceaux, les refait, il manque un morceau, c'est le pénis, elle le retravaille et arrive à donner vie en s'accouplant avec son défunt mari, à donner vie à Horus. Donc Horus a un petit symbole d'immortalité aussi, et l'enfant de l'amour, l'enfant d'une veuve, les enfants de la veuve, qu'on va retrouver plus tard dans les mythes francs-maçons, etc. Et cette fraternité d'Horus, elle est là, en fait, dans la continuité de cette secrète alliance autrefois forgée entre les anciens cathares et des hauts dignitaires templiers, cette alliance secrète jadis forgée. Là, on est dans de la fiction, on est d'accord. Ça, c'est absolument pas historique. Je me base toujours sur le contexte historique. Mais là, c'est un roman. Donc, mon roman, c'est cette secrète alliance qui va, à un moment donné, devoir trouver d'autres biais pour exister, puisque les enjeux vont plus être les mêmes que dans le tome 1. Et donc, les survivants de la secrète alliance, les derniers survivants, vont créer cette fraternité d'Horus pour pouvoir protéger justement ce trésor spirituel et non pas matériel, ce trésor de connaissances, toute cette bibliothèque secrète qui a été au cœur du premier tome, et ces connaissances ésotériques, ces connaissances alchimiques, toutes ces connaissances médicales qui sont dans des encyclopédies secrètes dont l'Église occidentale, en Occident, on ne veut pas de ça, l'Église a mis une chape de plomb. Donc toute cette connaissance, elle va survivre grâce à des Templiers et grâce à ce que j'ai moi créé, la fraternité d'Horus, qui reste une fraternité de gens qui sont là pour protéger un secret. Il y a toujours ce côté initiatique, ésotérique dans le 2, évidemment. Voilà, et qu'on retrouve sur la couverture, parce que les couleurs blanches, rouges et noires, je dois dire que ce sont les couleurs de l'alchimie. Tout à fait. On a la couverture du 2 étant quasiment le négatif de la couverture du 1, sauf que les symboles templiers avec les épées et la croix cathare qui avaient lieu d'être sur le tome 1 sont remplacés par l'œil d'Horus dans le 2, mais on a effectivement le noir, le rouge et le blanc qui sont les trois des grandes couleurs de l'alchimie, l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Ça s'appelle la Secrète Alliance pour le premier volume, et puis l'œil d'Horus, Secrète Alliance, l'œil d'Horus pour le deuxième volume, publié aux éditions 2015. Et je dirais que, pour juste terminer, la malédiction qui a été prophétisé par Jacques de Molay sur son bûcher. Il aura eu raison déjà d'un pape et d'un roi rapidement. Maintenant, mais pas que, justement. Et on peut découvrir aussi tout cela à travers ce roman, à la fois passionnant, à la fois, je dirais, historique, mais en même temps un roman d'aventure. Il y a une belle critique qui a été faite au sujet de ces deux livres, c'est que j'avais réussi à une belle fresque romanesque. J'aime bien le terme parce que le roman d'aventure, c'est ça. Pour certains, Secrète Alliance, les deux sont presque construits comme des thrillers, mais les libraires préfèrent le terme roman historique, donc ça reste des romans historiques. On a été jusqu'à comparer cette fresque récemment dans une critique nationale que j'ai eue, Au nom de la rose d'Umberto Eco, ce qui m'a fait bien sûr très plaisir. Et en fait, on est sur quelque chose qui est très roman d'aventure, qui peut se lire comme un roman d'aventure. À la fois, tout le contexte historique est avéré. Maintenant, je suis romancier, j'ai raconté une histoire par-dessus ça. Et on peut apprendre aussi beaucoup de choses, notamment sur la symbolique, l'alchimie, l'ésotérisme, etc., pour qui sait lire entre les lignes, quoi. Voilà, et puis on pourra peut-être y trouver la lumière. Sinon le Graal. En tout cas, le Graal, la lumière, est-ce que c'est la même chose ? Ça, je vous laisse seul juge, mais effectivement, comme c'est un roman initiatique pour certains des personnages, notamment Foulque de Harcourt, effectivement, la quête, en tout cas, de ces personnages, c'est de retrouver la lumière, la vérité. Est-ce qu'elle existe ? Y arriveront-ils ?
Ça reste le suspense du livre. Merci, Dominique Gérard. Destré.